Je m'appelle Diana Meyers. J'ai 28 ans et il y a 15 ans, mes propres parents m'ont mise à la porte alors que je n'avais que 13 ans. La semaine dernière, ils se sont présentés à la lecture du testament de mon oncle Harold, l'homme qui m'a élevé au cours des 15 dernières années avec des sourires confiants et un avocat privé, absolument certain qu'il repartirait avec des millions. Mais lorsque l'avocate Margaret Morrison a ouvert cette enveloppe scellée et a commencé la lecture, ses sourires ont disparu. Et lorsqu'elle est arrivée à la clause 7, ma mère, la femme qui avait autrefois déclaré que je n'étais plus sa fille, s'est levée d'un bond, le visage blanc comme un linge, la bouche bée d'incrédulité. Avant de vous raconter la suite, si vous appréciez les histoires de justice et de limites familiales, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez sincèrement lié à cette histoire. D'où regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire pour me le faire savoir. Pour comprendre pourquoi ma mère a réagi de la sorte, je dois vous ramener à l'été 2010, alors que j'étais une jeune fille de 13 ans qui croyait être la cause profonde de chaque problème dans sa famille. Grandissant dans une maison modeste au sud-est de Portland, j'ai appris tôt que l'amour dans notre famille n'était pas distribué équitablement. Mon père, Richard Meyers, travaillait comme mécanicien automobile dans un garage du centre-ville. C'était un homme de peu de mots, et la plupart de ses mots allaient dans le sens de tout ce que disait ma mère. Ma mère, Sandra, travaillait à la caisse d'une épicerie et dirigeait notre foyer avec la précision de quelqu'un qui savait toujours exactement qui méritait quoi. Ma sœur, Tiffany, avait 2 ans de plus que moi. Elle avait les cheveux blonds dorés de maman, les yeux bleus vifs de maman et le rire facile de maman. Tout le monde le disait. Tiffany te ressemble trait pour trait au même âge, Sandra, et maman rayonnait. Moi, je ressemble à notre défunte grand-mère, la mère de papa. Cheveux bruns, yeux bruns, tempérament calme. Maman n'a jamais dit que c'était une mauvaise chose, elle ne disait simplement pas grand-chose sur moi tout court. Les différences se manifestaient partout. Pour le 15e anniversaire de Tiffany, maman a organisé une fête avec 15 invités, un gâteau à 3 étages de la boulangerie sur Hawthorne et la location d'une machine à karaoké. Pour mon 13e anniversaire, 3 mois plus tard, c'était nous 4 autour de la table de la cuisine avec un gâteau en promotion de l'épicerie où maman travaillait. Le glaçage disait « Joyeux anniversaire » sans prénom, un reste générique d'une commande annulée par quelqu'un d'autre. Je n'ai réalisé ce qui se passait qu'à l'âge de 12 ans. C'est là que j'ai découvert que Tiffany avait un compte d'épargne études ouvert quand elle avait 5 ans. 8 ans de dépôt, des milliers de dollars. J'ai demandé à maman pourquoi je n'en avais pas. Elle m'a regardé comme si la question la surprenait. Tiffany a besoin d'argent pour l'université, a-t-elle dit. Tu trouveras bien une solution. Tu es doué pour t'adapter. C'était la première fois que je comprenais ma place dans cette famille. J'étais l'enfant de rechange, gardé à proximité mais jamais vraiment désiré. L'été 2010 a tout changé. En avril de cette année-là, j'ai postulé pour l'Oregon STEM Summer Academy à l'Université d'État de l'Oregon. C'était un programme résidentiel de 6 semaines pour les étudiants montrant des promesses exceptionnelles en sciences et en mathématiques. La bourse couvrait tout, les frais de scolarité, la chambre et la pension, ainsi que le matériel. Valeur totale, 4200 $. Je n'ai dit à personne que j'avais postulé. J'avais appris à ne pas exprimer mes espoirs à voix haute dans cette maison. Le 15 mai, la lettre d'acceptation est arrivée. Sur plus de 2000 candidats de tout l'Oregon, 50 étudiants avaient été sélectionnés. J'étais l'un d'entre eux. Pendant exactement un après-midi, j'ai eu l'impression d'avoir de l'importance. Puis Tiffany a découvert l'existence d'un camp d'art de la scène en Californie dont son professeur de théâtre avait parlé. 3 semaines, pas de bourse, prix, 3800 $. Ce soir-là au dîner, maman a annoncé la solution qu'elle avait élaborée dans sa tête. Diana, tu refuseras ce truc de science. Nous ne pouvons pas nous permettre de vous envoyer toutes les deux à des programmes d'été, et le camp de Tiffany l'aidera pour ses dossiers d'inscription à l'université. Elle a dit cela comme si elle discutait de la planification des repas, pas comme si elle brisait les rêves de quelqu'un. J'ai fixé mon assiette. Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Non. Toute la table est devenue silencieuse. Même le réfrigérateur semblait s'arrêter de vrombir. Pardon ? La voix de maman est descendue dans ce registre dangereux que je lui avais entendu utiliser avec les clients du magasin qui essayaient d'utiliser des coupons expirés. Cette bourse n'est pas votre argent pour le réorienter, ai-je dit, la voix tremblante mais claire. J'ai mérité cela. C'est à moi.
Maman m'a regardé comme si je m'étais transformé en étrangère sous ses yeux. Si tu ne peux pas te sacrifier pour cette famille, a-t-elle dit lentement, alors tu ne fais pas partie de cette famille. À 13 ans, je pensais qu'elle était juste en colère. Je n'avais pas réalisé qu'elle le pensait littéralement. 3 jours après ce dîner, je suis rentré de la bibliothèque publique pour trouver mes affaires emballées dans 2 sacs poubelles noirs posés sur le porche. Ma mère se tenait sur le seuil, les bras croisés. Elle n'avait plus l'air en colère. Elle avait l'air résolue, comme quelqu'un qui venait de terminer une corvée désagréable. J'ai appelé Harold, a-t-elle dit. Il sera là pour venir te chercher. À partir de maintenant, tu es son problème. Je suis resté là sur le porche, toute ma vie essayant de traiter ce qui se passait. Derrière maman, je pouvais voir papa dans le couloir. Il ne m'a pas regardé. Il n'a rien dit. J'ai levé les yeux vers la fenêtre du 2e étage. Tiffany regardait de derrière le rideau. Quand nos regards se sont croisés, elle a reculé dans l'ombre de sa chambre. Elle n'est pas descendue. J'ai attendu sur ce porche de 6 heures du soir jusqu'à 10 heures du soir 4 heures. Ma mère était rentrée à l'intérieur après les 5 premières minutes. La lumière du porche ne s'est jamais allumée. L'oncle Harold vivait à Seattle, à 3 heures de route. Il a conduit toute la nuit pour me rejoindre. Quand sa Honda grise s'est engagée dans l'allée, j'étais toujours assise sur ses sacs poubelles, les genoux contre la poitrine. Il est sorti sans rien dire au début, s'est simplement approché, m'a regardé et m'a serré dans ses bras si fort que je ne pouvais plus respirer. À partir de maintenant, a-t-il dit doucement, tu as un foyer. Cette nuit-là, alors que nous roulions vers le nord dans l'obscurité vers Seattle, je ne savais pas que ma mère avait signé un document avant que l'oncle Harold ne reparte. Je ne savais pas ce que cela signifiait. J'étais juste une enfant effrayée regardant par la fenêtre, se demandant ce que j'avais fait de mal. Il faudrait 15 ans pour que ce document refasse surface, et quand ce serait le cas, cela changerait tout. La maison de l'oncle Harold dans le quartier de Ballard à Seattle n'était pas grande, mais elle semblait énorme comparée à l'espace exigu que j'avais occupé dans la maison de ma famille. Pour la première fois de ma vie, j'avais une chambre qui était entièrement la mienne. Plus important encore, j'avais quelqu'un qui croyait en moi. L'oncle Harold avait bâti Meyers Property Holdings à partir de rien, une société d'immobilier commercial qu'il avait lancée avec un seul petit immeuble de bureau acheté après avoir travaillé en double équipe pendant 6 ans. En 2010, il possédait 8 propriétés dans la région métropolitaine de Seattle. Il ne s'était jamais marié et n'avait jamais eu d'enfant. Quand je suis arrivé sur son pas de porte avec rien d'autre que 2 sacs poubelles, il ne s'est pas contenté de m'accueillir, il a investi en moi. Au cours des 4 années suivantes, je me suis plongé dans mes études. J'ai obtenu mon diplôme au lycée de Ballard en 2014 en tant que major de promotion, présidente du club de mathématiques, avec une moyenne de 4,0 non pondérée. L'université de Washington m'a proposé une admission avec une bourse partielle à leur Foster School of Business. En 2018, j'avais ma licence en finance, avec la mention summa cum laude et une moyenne de 3,94. L'oncle Harold m'avait donné des opportunités de stage chez Meyers Property Holdings. Dès ma 2e année, j'ai appris le métier à la base, saisie de données, analyse de baux, relations avec les locataires et évaluation foncière. En 2019, après 18 mois dans un cabinet comptable de style Big Four que j'appellerai Mitchell & Partners, j'ai obtenu ma certification de CPA. 1 an plus tard, l'oncle Harold m'a proposé un poste de contrôleuse de gestion. En 2021, j'étais directrice financière, CFO. Le jour de mes 26 ans, je gérais un portefeuille de 12 propriétés commerciales d'une valeur combinée de 23,7 millions de dollars. L'oncle Harold m'a envoyé un courriel ce jour-là. Je l'ai toujours enregistré. L'objet disait « À ma fille ». Le message était simple, tu n'as rien à prouver aux gens qui t'ont abandonné, mais tu dois te prouver à toi-même que tu es digne. Tu le es. Joyeux anniversaire, Diana. En 15 ans, ma famille biologique m'a contacté exactement 3 fois. La première fois, c'était en 2012. Ma mère a appelé le téléphone de l'oncle Harold, pas le mien, pour demander 5 000 $. Papa avait perdu son emploi au garage. Les temps étaient durs. Harold pouvait sûrement aider son propre frère. L'oncle Harold a refusé. Il m'a parlé de l'appel après coup, la mâchoire serrée. Ils n'ont pas demandé de tes nouvelles une seule fois, a-t-il dit. Ni comment tu vas à l'école, ni si tu vas bien. Ils veulent juste de l'argent. Le 2e contact a eu lieu en 2016.
Tiffany m'a envoyé une invitation de mariage. Pas de mots personnels. Pas de « j'espère que tu vas bien ». Juste la carte officielle imprimée avec mon nom et l'adresse de l'oncle Harold à Seattle. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'ai pas répondu du tout. La troisième fois, c'était en 2020. Ma mère m'a envoyé un courriel, le premier contact direct qu'elle initiait depuis qu'elle m'avait mise à la porte. L'objet était prendre des nouvelles. Le message mentionnait qu'elle avait vu un article dans le Seattle Business Journal sur l'expansion de Meyers Property Holdings sur le marché de l'East Side. Elle espérait que j'allais bien et suggérait que nous devrions nous revoir à l'occasion. J'ai supprimé le courriel sans répondre. Je n'étais pas rancunière, j'avais simplement construit une vie qui ne les incluait pas, et je ne voyais aucune raison de changer cela. À l'été 2024, l'oncle Harold a reçu un diagnostic qui a tout changé, insuffisance cardiaque congestive, à un stade avancé. Les médecins lui ont donné 12 à 18 mois. Il en a tenu 8. Durant ces derniers mois, l'oncle Harold a rencontré son avocat successoral à plusieurs reprises. Il a mis à jour son testament en juin 2024, 6 mois avant son décès. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a simplement souri. « Tout est réglé », a-t-il dit. « Toi, concentre-toi sur l'entreprise. » Je me suis occupé du reste. Je ne savais pas ce qu'il avait écrit. Je ne savais pas pour les clauses. Je lui faisais entièrement confiance. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. L'oncle Harold est décédé le 28 février 2025. Il est parti paisiblement dans son sommeil au Swedish Medical Center, alors que je lui tenais la main. Une semaine plus tard, le 7 mars, j'étais dans mon bureau chez Meyers Property Holdings quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu de Portland. J'ai failli ne pas répondre. Diana. La voix était immédiatement reconnaissable. 15 ans n'avaient pas changé la façon particulière qu'avait ma mère de prononcer mon nom, comme si elle goûtait quelque chose qu'elle n'était pas sûre de vouloir avaler. Sandra. J'ai gardé une voix neutre. Pas maman, juste son prénom. Une brève pause. Je pouvais presque l'entendre se recalibrer. J'ai appris pour Harold, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolé pour ta perte. Je pensais que je devrais monter pour la cérémonie commémorative. Présenter mes respects. La cérémonie a eu lieu il y a 3 jours. Une autre pause. Oh. Eh bien, j'ai aussi entendu dire qu'il y allait avoir une lecture de testament prochainement. La famille a le droit d'assister à ces choses, tu sais, surtout quand cela concerne la succession d'un frère. On y était. La vraie raison de l'appel. Comment as-tu appris pour la lecture du testament? J'ai un avocat, Victor Harrington. Il a passé quelques appels. Le nom a éveillé un vague souvenir. L'oncle Harold avait mentionné un certain Victor Harrington une fois, un avocat qu'il avait consulté il y a des années et avec qui il avait décidé de ne pas travailler. J'ai parlé à Margaret Morrison, l'avocate successorale de l'oncle Harold. Le lendemain matin, elle a confirmé mes soupçons. Sandra avait engagé Victor Harrington pour déposer une plainte contestant le testament. Leur motif, influence indue, alléguant que j'avais manipulé un homme malade dans ces derniers mois. Ils exigeaient également d'assister à la lecture du testament en tant que membre de la famille immédiate du défunt. J'ai fixé la photo de l'oncle Harold sur mon bureau. Sur la photo, il souriait, presque comme s'il avait su que cela arriverait, presque comme s'il l'avait prévu. Le bureau de Margaret Morrison occupait le 47e étage du Columbia Center, le plus haut bâtiment de Seattle. À travers les baies vitrées, on pouvait voir jusqu'au Mont Rainier par temps clair. Le 10 mars n'était pas clair. La pluie s'écoulait sur les vitres alors que Margaret exposait la situation. Victor Harrington a déposé une contestation formelle du testament au nom de Richard et Sandra Meyers, a-t-elle dit, en faisant glisser un document sur son bureau. La plainte allègue une influence indue. Ils soutiennent que vous avez isolé Harold de sa famille pendant sa maladie et que vous avez fait pression sur lui pour qu'il change son plan successoral. J'ai lu le dossier, l'estomac se nouant à chaque paragraphe. Ils réclament 50% de la succession, a poursuivi Margaret. Leur théorie juridique est qu'en tant que seul frère survivant de Harold, Richard devrait avoir le droit d'hériter selon les règles de la succession ab intestat, ou au minimum recevoir une part importante reflétant les liens naturels de fraternité. Liens naturels, ai-je répété. Richard et Harold ne s'étaient pas parlé depuis 8 ans avant que je ne vienne vivre avec l'oncle Harold. Le saviez-vous? Margaret a hoché la tête. Je suis au courant.
Harold m'a raconté toute l'histoire, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète dans ce dossier. Elle a sorti une autre page de son dossier. Ils n'ont pas besoin de gagner ce procès. Si cela va en litige, la succession pourrait être gelée pendant 12 à 18 mois pendant la phase de communication des pièces et le procès. Pendant ce temps, les propriétés ont besoin d'être gérées. Les locataires ont besoin d'attention. Les factures doivent être payées. Une bataille juridique prolongée pourrait coûter des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat et potentiellement d'évaluer l'ensemble du portefeuille. Donc, il parie sur le fait que je les paierai pour qu'ils s'en aillent. C'est la stratégie, a acquiescé Margaret. Ce n'est pas inhabituel dans les litiges successoraux. J'ai regardé la plainte en contestation. Dans la section décrivant notre histoire familiale, Sandra avait écrit que j'avais abandonné ma famille et exploité la solitude de Harold. La femme qui m'avait mise à la porte prétendait que je l'avais abandonnée. Avez-vous des documents concernant votre situation en 2010, a demandé Margaret. Quelque chose qui établit ce qui s'est réellement passé quand vous êtes allé vivre chez Harold? J'ai repensé à cette nuit sur le porche, les sacs poubelles, l'attente de 4 heures, l'oncle Harold arrivant dans l'obscurité. J'avais 13 ans, ai-je dit. Je n'ai pas vraiment tenu de registre. Harold l'a fait. Margaret tendait déjà la main vers son téléphone. Elle a appelé son assistant et a demandé un numéro de dossier spécifique dans les archives. 20 minutes plus tard, son assistant est revenu avec un dossier jauni. Margaret l'a ouvert avec précaution, parcourant le contenu. Puis elle a levé les yeux vers moi avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Diana, étiez-vous au courant de cela? Elle a fait glisser le document sur le bureau. L'entête indiquait « Renonciation volontaire aux droits parentaux et transfert de tutelle » en date du 15 juillet 2010. Le document stipulait que Richard James Meyers et Sandra Helen Meyers, saints d'esprit, renonçaient volontairement à tous leurs droits et responsabilités parentaux pour leur fille mineure, Diana Marie Meyers, et transféraient la tutelle légale complète à Harold Raymond Meyers. En bas se trouvaient 4 signatures, celle de ma mère, de mon père, de l'oncle Harold et d'un notaire public du comté de King, Washington. Numéro de dossier 2010 GH 5847. Ils ne se sont pas contentés de vous mettre à la porte, a dit Margaret doucement. Ils vous ont légalement abandonné. Ils ont signé la renonciation à leurs droits parentaux. Aux yeux de la loi, Sandra et Richard Meyers ont cessé d'être vos parents au moment où ils ont signé ce document. Mes mains tremblaient. J'avais 13 ans, assise sur un porche dans le noir. Je n'avais aucune idée que ma mère signait des papiers à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce que cela signifie pour leur réclamation? L'expression de Margaret a changé. Cela signifie que Richard n'a aucune qualité pour réclamer un héritage par lien de parenté. Légalement, il n'est pas votre parent. Il a lui-même rompu ce lien par écrit devant témoin il y a 15 ans. Margaret m'a proposé 2 voies à suivre. Option 1, nous négocions, a-t-elle dit. Je contacte Harrington, j'explique que leur position juridique est plus faible qu'ils ne le pensent, et je propose un règlement $500 000 à $1 million en échange du retrait de leur contestation et de la signature d'une renonciation à toute réclamation future. C'est plus rapide, plus propre, et cela évite tout spectacle public. Et option 2, nous procédons à la lecture du testament comme prévu. Ils ont exigé d'y assister en tant que membres de la famille. Nous les laissons faire. Ensuite, nous présentons les preuves, le document de transfert de tutelle, l'histoire complète, tout ce que Harold voulait divulguer en cas de contestation. Elle marqua une pause. Harold avait anticipé cela, Diana. Il a laissé des instructions spécifiques sur la manière de gérer exactement ce scénario. Il voulait que la vérité soit inscrite au dossier. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans le salon de la maison que l'oncle Harold m'avait laissée, fixant les photos de famille sur la cheminée. Il y avait des photos de moi à chaque étape, la remise des diplômes du lycée, celle de l'université, le jour où j'ai obtenu ma licence de CPA, mon premier jour en tant que CFO. Sur chaque photo, l'oncle Harold rayonnait à mes côtés. Il n'y avait aucune photo de Richard ou de Sandra. Pas une seule. J'ai repensé aux mots de l'oncle Harold dans ce courriel d'il y a des années, tu ne leur dois rien, mais tu te dois à toi-même la vérité. À 7 heures le lendemain matin, j'ai appelé Margaret. Je veux que la lecture du testament ait lieu, ai-je dit. Pas de règlement, pas de rachat. S'ils veulent être présents pour cela, qu'ils le soient. Mais nous ne cacherons rien. Êtes-vous sûr?
Une fois que cela deviendra public, ils ont choisi de rendre cela public lorsqu'ils ont déposé leur contestation. Je ne fais que respecter leur choix. La lecture du testament était prévue pour le vendredi 14 mars 2025 à 14 h dans la salle de conférence de Morrison & Associates dans 5 jours. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Ma meilleure amie, Elena Torres, nous étions rencontrés lorsqu'elle avait rejoint Meyers Property Holdings en tant que directrice des ressources humaines 3 ans plus tôt, m'a aidé à organiser la documentation. C'était la seule personne avec Margaret qui connaissait toute l'histoire de mon enfance. 47 courriels, a dit Elena, levant les yeux de son ordinateur portable dans mon bureau le mercredi soir. 47 courriels de Harold à ton attention sur 10 ans documentant sa relation avec toi et ses raisons de s'éloigner de Richard. Les courriels dressaient un portrait clair. En 2002, Richard avait emprunté $80 000 à Harold avec la promesse de les rembourser sous 5 ans. 23 ans plus tard, pas un seul dollar n'avait été rendu. Cette promesse non tenue avait brisé leur relation. Mon arrivée en 2010 n'avait rien à voir avec leur éloignement, cela couvait déjà depuis 8 ans. Elena a également sorti les rapports financiers de mes 3 années en tant que CFO. Sous ma direction, le portefeuille de Meyers Property Holdings était passé de $17,7 millions à $23,7 millions, une augmentation de valeur de 34%. Les taux d'occupation étaient en moyenne de 96%. Les scores de satisfaction des locataires étaient les plus élevés de l'histoire de l'entreprise. Le jeudi soir, j'ai rencontré le docteur Lorenay, la thérapeute que je voyais depuis le début de ma vingtaine. « Rappelle-toi pourquoi tu fais cela », a-t-elle dit. « Tu ne cherches pas la vengeance. Tu fermes un chapitre. Il y a une différence. Et si je ressens de la satisfaction quand ils réaliseront qu'ils ont perdu ?» Le docteur est sourit doucement. « Cela s'appelle la justice, Diana. Se sentir validé quand la vérité éclate n'est pas la même chose que la cruauté. La question est de savoir ce que tu feras après. » J'ai conduit jusque chez moi cette nuit-là à travers les rues de Seattle trempées par la pluie, repensant à ces paroles. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain avant de me coucher. Elle n'a plus aucun pouvoir sur toi, ai-je dit à mon reflet. Toi seul décides de ton histoire désormais. Vendredi arrivait, et j'étais prête. D'accord, laissez-moi m'interrompre une seconde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous vous demandez comment j'ai géré la suite, laissez un commentaire avec votre prédiction. Selon vous, qu'a fait Sandra lors de la lecture du testament? Et si cette histoire résonne en vous, si vous avez déjà dû fixer des limites avec votre famille, n'oubliez pas de vous abonner. Nous arrivons justement à la partie que vous attendiez. Maintenant, revenons à ce vendredi après-midi. La salle de conférence de Morrison & Associates occupait un coin du 47e étage, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur Elliott Bay et les montagnes olympiques au-delà. Par temps clair, cela aurait été à couper le souffle. Le 14 mars 2025, le ciel était couvert, l'eau d'un gris d'acier qui correspondait à mon humeur. Je suis arrivé 15 minutes en avance, à 13h45. Je portais un tailleur bleu marine professionnel, sobre. Mes cheveux étaient tirés en un chignon simple. J'avais appris de l'oncle Harold que les personnes les plus puissantes dans la pièce n'avaient jamais besoin de s'annoncer. La salle de conférence pouvait accueillir 20 personnes à la table principale, avec des chaises supplémentaires disposées le long des murs. Quand je suis entré, 14 personnes étaient déjà présentes. Margaret Morrison était assise en bout de table avec 2 collaborateurs débutants. Thomas Graham, l'auditeur principal de Mitchell & Partners qui gérait les comptes de l'oncle Harold depuis une décennie, occupait un siège près de la fenêtre. Des représentants de 3 organisations caritatives occupaient plusieurs chaises, l'hôpital pour enfants de Seattle, Habitat pour l'humanité Nord-Ouest et la fondation du Parc national olympique. L'oncle Harold était un donateur important pour les 3 depuis plus de 20 ans. 5 cadres supérieurs de Meyers Property Holdings étaient assis ensemble près de la porte. Ils travaillaient avec l'oncle Harold depuis des années et me connaissaient depuis mes jours de stage. Margaret a croisé mon regard et a fait un signe de tête vers un siège au centre de la table, juste en face de l'endroit où elle lirait le testament. J'ai pris ma place, disposant devant moi le dossier de documents qu'Elena avait préparé. À travers la paroi vitrée de la salle de conférence, je pouvais voir le hall des ascenseurs. À 14h03, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ma mère est sortie la première. Même de l'autre côté de l'étage, je pouvais voir qu'elle s'était habillée pour l'occasion, robe noire, collier de perles, maquillage complet. Derrière elle venait mon père, ma sœur et un homme dans un costume coûteux portant une mallette Montblanc.
Le spectacle allait commencer. Sandra Meyers est entrée dans la salle de conférence comme si elle en était la propriétaire. C'était toujours sa façon de faire projeter une confiance qu'elle n'avait pas méritée, revendiquer un espace qu'on ne lui avait pas donné. Elle portait une robe noire qui semblait neuve, et son collier de perles accrochait les plafonniers alors qu'elle inspectait la pièce avec une expression de chagrin digne et pratiquée. Derrière elle, mon père, Richard, est entré en traînant les pieds, portant un costume gris qui ne lui allait plus tout à fait. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses yeux m'ont trouvé brièvement, puis se sont détournés. Il avait toujours été doué pour détourner le regard. Tiffany suivait dans une robe rose pastel un choix étrange pour une lecture de testament, comme si elle s'était trompée d'événement. À 30 ans, elle avait l'air fatiguée d'une manière qui n'avait rien à voir avec le vol matinal depuis Portland. Leur avocat, Victor Harrington, fermait la marche. Il était grand, les cheveux argentés, avec ce genre de confiance polie qui venait de décennies de litiges à enjeux élevés. Sa mallette Mont Blanc coûtait probablement plus cher que mon premier mois de salaire chez Mitchell & Partners. Le regard de Sandra a balayé la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. « Ah » a-t-elle dit, sa voix portant de cette façon qu'elle avait perfectionnée. « Tu es déjà là. » Je ne me suis pas levé. « Sandra. » Le seul mot son prénom, par maman l'a fait s'arrêter en plein élan. Quelque chose a traversé son visage. Puis elle s'est reprise. J'espérais que nous pourrions parler en privé avant que cela ne commence. Les affaires de famille devraient être traitées par la famille. La séance commence dans 2 minutes, ai-je dit. Je suis sûr que tout ce que vous avez à dire peut attendre. Margaret Morrison s'est levée de son siège. Madame Meyers, Monsieur Meyers, Mademoiselle Meyers, Monsieur Harrington. Des sièges sont prévus pour les parties présentes le long du mur. La table principale est réservée aux bénéficiaires et aux représentants de la succession. La mâchoire de Sandra s'est contractée visiblement. Elle s'attendait à une place au centre de l'action. Au lieu de cela, elle était dirigée vers les marges. Elle n'était même pas à la table. Sandra ne s'est pas assise en silence. Au lieu de cela, elle a fait un détour par les représentants de l'hôpital pour enfants de Seattle, s'arrêtant pour se présenter avec une expression de tristesse pratiquée. « Je suis Sandra Meyers », a-t-elle dit, assez fort pour que la majeure partie de la pièce entende. La belle-sœur de Harold. Nous étions très proches pendant de nombreuses années avant cet éloignement malheureux. Elle jeta un regard significatif dans ma direction. La représentante de l'hôpital, une femme d'une 50aine d'années nommée Dr Patricia Wells, a hoché la tête poliment mais n'a rien dit. Sandra continua, nullement découragée. C'est tellement tragique de voir comment certaines personnes entrent dans une famille et créent la division. Harold était un homme si généreux, si confiant, peut-être trop confiant. J'ai gardé les yeux sur mon dossier. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a longtemps que Sandra se nourrissait des réactions. Tiffany, s'installant sur une chaise contre le mur, a ajouté son grain de sel. L'oncle Harold nous rendait visite à Portland tout le temps quand nous étions enfants. Je ne comprends pas pourquoi elle a le droit de s'asseoir là-haut et nous, on est ici derrière. Victor Harrington prenait déjà des notes, son stylo courant sur un bloc légal, documentant tout, construisant leur dossier, cherchant la moindre réaction qu'il pourrait déformer. Je ne lui ai rien donné. Sandra a pris place à côté de Tiffany, mais elle n'en avait pas fini. Alors que Margaret organisait ses papiers en bout de table, la voix de Sandra a de nouveau transpercé le silence de la pièce. Un enfant qui a été rejeté par ses parents a généralement une raison. J'aurais juste aimé que Harold voie clair en elle comme nous l'avons fait. Une mère sait toujours. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Plusieurs personnes dans la pièce s'agitèrent, mal à l'aise. Thomas Graham, l'auditeur, fixait Sandra avec une incrédulité manifeste. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois en 15 ans. Elle n'avait pas changé du tout. La même certitude, le même besoin de contrôler le récit, la même conviction absolue d'être la victime. Margaret s'est raclé la gorge. Il est 14h10. Nous allons commencer. Margaret Morrison a rompu le seau d'une grande enveloppe avec la précision méticuleuse de quelqu'un qui avait accompli ce rituel des centaines de fois. Ceci est le dernier testament de Harold Raymond Meyers, commença-t-elle, sa voix portant le poids formel qu'exigeait le moment. Né le 4 juillet 1953, décédé le 28 février 2025. Ce document a été signé le 18 juin 2024 et représente l'expression finale des volontés de Monsieur Meyers concernant la disposition de sa succession.
Sandra s'est penchée légèrement en avant, son collier de perles accrochant la lumière. Margaret a continué la lecture des sections préliminaires. L'article 1er confirmait l'identité et la résidence de Harold. L'article 2 déclarait qu'il était sain d'esprit. Margaret a noté qu'une évaluation psychiatrique avait été menée par le docteur Stephen Park le 10 juin 2024, 8 jours avant la signature du testament. L'évaluation confirmait que M. Meyers possédait sa pleine capacité testamentaire et n'était soumis à aucune influence indue au moment de la signature. J'ai surpris Sandra échangeant un regard avec Victor Harrington. Il comptait sur la contestation de l'état mental de Harold. Cette documentation compliquait leur stratégie. L'article 3 révoquait tous les testaments et codicilles antérieurs. Puis Margaret est passée à l'article 4, l'inventaire des actifs. Au moment du décès, la succession de M. Meyers comprenait les éléments suivants, 12 propriétés commerciales situées dans les comtés de King et de Snohomish avec une valeur d'expertise combinée de 18,2 millions de dollars, des comptes d'investissement contenant des portefeuilles d'actions diversifiés évalués à environ 4,1 millions de dollars, des liquidités et des actifs liquides totalisant 1,4 million de dollars. J'ai entendu Tiffany chuchoter à Sandra, c'est presque 24 millions. Sandra a hoché la tête, le regard calculateur. Margaret a levé brièvement les yeux. Le testament contient 47 pages. Je vais maintenant passer à l'article 5, qui traite des legs spécifiques et des exclusions. Elle tourna la page et ajusta ses lunettes de lecture. Article 5, concernant Richard James Meyers, frère du défunt. Sandra a carrément souri. Elle n'allait pas sourire longtemps. La voix de Margaret était stable alors qu'elle lisait la première ligne. Je ne prends aucune disposition dans ce testament pour mon frère, Richard James Meyers, pour les raisons suivantes, que je souhaite voir lues à haute voix et inscrites au procès-verbal. Le sourire de Sandra vacilla. Margaret continua de lire les mots de Harold. Premièrement, en mars 2002, Richard m'a emprunté 80 000 dollars avec une promesse écrite de rembourser la totalité de la somme sous 5 ans. 23 ans ont passé. Pas un seul dollar n'a été rendu. J'ai conservé le billet à ordre original comme preuve. Le visage de Richard devint pâle. Il ne s'attendait pas à cela. Deuxièmement, le 15 juillet 2010, Richard et sa femme Sandra ont volontairement signé un document légal renonçant à tous leurs droits parentaux envers leur fille, Diana Marie Meyers, transférant la tutelle légale complète à ma personne. Ce document a été dûment attesté et notarié. Sandra s'est levée d'un bond. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Margaret marqua une pause, regarda Sandra par-dessus ses lunettes, et continua sa lecture sans tenir compte de l'interruption. La signification de ce document est la suivante, en mettant fin légalement à leur relation parentale avec Diana, Richard et Sandra ont rompu tout droit qu'ils auraient pu avoir d'hériter de moi par son intermédiaire. Diana est mon héritière légale. Richard n'est pas son père légal. Par conséquent, Richard n'a aucun lien de parenté avec mon héritière désignée, et aucune qualité pour contester ce testament sur la base d'un lien familial. Richard se leva lui aussi. C'est ridicule. Je suis le frère de Harold, son frère de sang. Victor Harrington saisit le bras de Richard, le forçant à se rasseoir, mais même le visage de l'avocat était devenu gris. Margaret plongea la main dans son dossier et en sortit un document. Pour mémoire, la renonciation volontaire originale aux droits parentaux est déposée au dossier de la Cour familiale du comté de King, numéro de dossier 2010 GH 5847. J'en ai une copie certifiée ici, que toute partie peut examiner. Elle posa le document sur la table. Sandra le fixa comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Sandra ne se rassiste pas. Son sang-froid, ce masque soigné qu'elle avait arboré en entrant dans la pièce, se fissura visiblement. Sa voix monta, aiguë et désespérée. C'est insensé. Ce papier ne veut rien dire. Nous sommes toujours sa famille. La voix de Margaret resta calme. Madame Meyers, je dois vous demander de reprendre votre place. Interrompre la lecture d'un testament est une question que le tribunal prend au sérieux. Sandra l'ignora. Elle me pointa directement du doigt. C'est elle qui a fait ça. Elle a manipulé Harold contre sa propre famille. Elle l'a empoisonné contre nous. La docteure Patricia Wells, de l'hôpital pour enfants de Seattle, semblait mal à l'aise. Les représentants des organisations caritatives n'avaient pas signé pour un effondrement familial. Tiffany tira sur la manche de Sandra. Maman, assieds-toi. Les gens nous regardent. Je me fiche de savoir qui regarde.
La voix de Sandra se cassa. Je veux savoir comment cela est arrivé. Harold aimait Richard. Ils étaient frères. Finalement, j'ai pris la parole. Ma voix était calme, posée, de la manière dont l'oncle Harold m'avait appris à parler lors de négociations difficiles. Ne jamais élever la voix. Faire en sorte qu'il s'efforce de t'entendre. Sandra, vous avez fait un choix il y a 15 ans. Vous avez mis mes affaires dans des sacs poubelles et vous m'avez laissé sur un porche dans le noir. Ensuite, vous êtes rentré à l'intérieur et vous avez signé un document m'abandonnant. J'avais 13 ans. Le silence dans la pièce fut absolu. C'était votre décision, ai-je continué. Pas la mienne, pas celle de l'oncle Harold, la vôtre. Tout ce qui arrive aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que vous avez choisi de faire cette nuit-là. La bouche de Sandra s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Je la regardai fixement. Je ne vous hais pas, mais je ne vous dois rien non plus. Vous vous en êtes assuré en signant ce papier. Victor Harrington écrivait furieusement sur son bloc-notes juridique, bien que je ne puisse imaginer quelle stratégie il pensait pouvoir sauver. Margaret s'éclaircit la gorge. Si nous pouvons continuer. Je n'ai pas encore lu la clause 7. Sandra se laissa finalement retomber sur sa chaise. Mais la clause 7 était celle qui allait véritablement mettre fin à ses espoirs. Margaret tourna à la page 12 du testament et marqua une pause. Puis elle lut les mots qui allaient tout changer. Article 7, désignation du bénéficiaire unique. La salle retint son souffle. Je lègue par la présente l'intégralité de mon patrimoine, y compris tous les biens immobiliers, les comptes d'investissement, les liquidités et les effets personnels, à ma fille légalement adoptée, Diana Marie Meyers. Adoptée. Le mot resta suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre. Le visage de Sandra devint livide. Réellement blanc, comme si quelqu'un avait vidé le sang de sa tête. Adoptée? La voix de Richard était rauque. Depuis quand? Margaret répondit avec la même précision calme qu'elle avait utilisée tout au long de la séance. Monsieur Harold Meyers a formellement adopté Diana Marie Meyers le 12 septembre 2012, alors qu'elle avait 15 ans. L'adoption a été finalisée à la cour familiale du comté de King, dossier numéro 2012 ADE 3291. Comme M et Madame Richard Meyers avaient déjà légalement renoncé à leurs droits parentaux en 2010, aucun consentement supplémentaire n'était requis. Tiffany me fixa. Alors, tu n'as même plus de lien de parenté avec nous? Je croisai son regard. Pas légalement. Pas depuis que maman et papa m'ont abandonné. Margaret continua sa lecture. Diana n'est pas seulement une bénéficiaire. Elle est ma fille sous tous les aspects importants, légalement, concrètement et émotionnellement. Elle a travaillé à mes côtés pendant des années, a prouvé sa compétence et son intégrité, et j'ai une totale confiance en elle pour poursuivre l'œuvre que j'ai commencée. Il n'y a personne de plus méritant pour cet héritage, et personne que j'aime davantage. Ma vision se troubla. J'écrasai mes larmes. L'oncle Harold ne m'avait jamais parlé du libellé exact de cette clause. Il l'avait gardée secrète, attendant ce moment, sachant qu'il pourrait arriver. Sandra secouait la tête lentement, comme quelqu'un essayant de se réveiller d'un cauchemar. Cela ne peut pas être légal, murmura-t-elle. Victor, dites-leur que cela ne peut pas être légal. Victor Harrington ne répondit pas. Il fixait son bloc-notes, le stylo immobile. Il savait que l'affaire était classée. Margaret fouilla dans son dossier et en sortit une enveloppe scellée plus petite que les autres. Il y a un dernier élément, dit-elle. Monsieur Meyers a laissé une lettre personnelle pour Diana avec pour instruction que j'en lise une partie à haute voix pendant cette procédure si Diana y consent. J'acquiesçai, ne faisant pas confiance à ma voix. Margaret ouvrit l'enveloppe avec précaution et déplia une unique page manuscrite. L'écriture familière de l'oncle Harold remplissait le papier. La même écriture que j'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des courriels et des notes laissées sur mon bureau pendant 15 ans. Margaret commença à lire. Diana, si cette lettre est lue à haute voix, cela signifie que les choses se sont passées exactement comme je l'avais prévu. Ta famille biologique s'est présentée à la recherche d'un argent qu'elle n'a jamais gagné, provenant d'un homme dont elle ne s'est jamais souciée. Je suis désolé que tu doives traverser cela, mais je sais aussi que tu es assez forte pour y faire face. Un léger son s'échappa de la gorge de Sandra, presque un gémissement. Tu es venue à moi comme une enfant blessée, rejetée par des gens qui auraient dû te protéger. Mais tu n'as pas laissé cela te définir. Tu as transformé ta douleur en détermination,
ta solitude en indépendance, ton rejet en résilience. Je n'ai jamais été aussi fier de quiconque dans toute ma vie. La voix de Margaret s'adoucit légèrement en continuant. Je ne t'ai pas sauvée, Diana. Tu t'es sauvée toi-même. Je t'ai simplement donné un endroit pour le faire. Tout ce que tu as accompli, tes études, ta carrière, ton caractère, tu l'as gagné par tes propres efforts. Je te laisse mon patrimoine, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites, et parce que je sais que tu l'utiliseras pour aider les autres comme j'ai essayé de t'aider. Les larmes coulaient maintenant sur mon visage. Je n'essayais pas de les arrêter. Ne les laisse pas te faire culpabiliser d'avoir survécu à leur traitement. Ne les laisse pas revenir, sauf si tu le choisis. Tu ne leur dois rien. Tu te dois tout à toi-même. Je t'aime, Diana. Pour toujours ton père, Harold. Sandra fit une dernière tentative désespérée. Elle se leva à nouveau, mais cette fois sa voix avait changé. La colère avait disparu, remplacée par quelque chose qui se voulait ressembler à une maternité blessée. Diana, ma chérie, je sais que les choses ont été difficiles quand tu étais jeune. J'ai fait des erreurs. Je l'admets maintenant. Mais nous sommes toujours du même sang. Nous pouvons surmonter cela. Ne pouvons-nous pas au moins discuter d'un partage équitable de la succession? J'essuyai mes yeux et la regardai. Vous avez perdu le droit de m'appeler ma chérie il y a 15 ans. Je veux contester ce testament, annonça Sandra à la salle. Victor, dites-leur que nous avons des motifs. Influence indue. Harold était malade. Elle l'a isolé. Victor Harrington finit par parler, bien qu'il ait l'air d'un homme lisant sa propre nécrologie. Madame Meyers, nous devrions peut-être discuter de nos options en privé. Non, dites-leur que nous allons nous battre. Margaret interrompit en tournant son iPad vers la salle. Sur l'écran se trouvait un fil de courriel. Monsieur Harrington, peut-être aimeriez-vous expliquer ceci à vos clients. La pièce devint silencieuse. Margaret lut à haute voix. Voici un courriel daté du 3 mars 2022, de Harold Meyers à Victor Harrington. L'objet, fin de service. Dans le courriel, Monsieur Meyers écrit, Victor, je mets fin à notre relation professionnelle. Votre conseil d'inclure Richard dans mon plan successoral malgré ses années d'exploitation financière et son traitement envers Diana est inacceptable. Je vais engager un nouveau conseil. Elle leva les yeux vers Victor. Vous représentiez auparavant Harold Meyers. Vous avez été remercié parce que vous défendiez les intérêts de Richard au détriment des souhaits d'Harold. Et maintenant, vous avez accepté cette affaire contre la succession d'Harold sans divulguer ce conflit d'intérêts à vos clients actuels. Le visage de Victor avait pris la couleur du vieux béton. Sandra se tourna pour le fixer. Vous m'avez dit que nous gagnerions. Il n'avait pas de réponse. Victor Harrington se leva brusquement, rassemblant sa mallette Mont-Blanc de main tremblante. Je dois examiner ces documents, dit-il, sa voix dépouillée de son assurance habituelle. Nous devrions discuter de nos options en privé, Madame Meyers. Discuter de quoi? La voix de Sandra montait à nouveau. Vous partez maintenant, au milieu de tout ça? Victor ne répondit pas. Il se dirigeait déjà vers la porte, marchant de la démarche rigide d'un homme qui savait que sa carrière était peut-être en train de s'effondrer. Victor, appela Sandra derrière lui. Victor. La porte de la salle de conférence se referma derrière lui avec un clic sourd. Sandra resta figée, abandonnée par son propre avocat devant toutes les personnes qu'elle avait espéré impressionner. Richard n'avait pas dit un mot depuis des minutes. Il était affalé sur sa chaise, fixant le sol. Il avait passé toute sa vie à suivre Sandra, et maintenant elle les avait menés tous les deux au bord du gouffre. Tiffany pleurait doucement. Je ne pouvais pas dire si elle était bouleversée par l'argent ou par l'humiliation publique. Sandra se tourna vers moi une dernière fois. Le masque avait complètement disparu. Dessous, il n'y avait que du désespoir. Et sous cela, quelque chose qui aurait pu être les premiers frémissements d'un regret sincère. Diana, sa voix se brisa. Nous pouvons encore. Je veux dire, nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas? Le sang reste le sang. Tu pourrais encore. Je me levai de table. Sandra, vous avez cessé d'être ma famille le 15 juillet 2010. Vous avez signé le document vous-même. Ce n'est pas moi qui ai fait ce choix. C'est vous. Je rassemblai mon dossier et la regardai fixement. Je ne vous hais pas.
J'ai même de la peine pour vous, mais vous n'avez aucun droit sur moi. Ni légalement, ni émotionnellement, ni d'aucune manière qui compte. Je me tournai vers Margaret. Pouvons-nous continuer avec les articles restants? Margaret acquiesça. Sandra s'assit lourdement. Elle ne parla plus pendant le reste de la lecture. Margaret passa à la section suivante avec un calme exercé. Article 9, legs caritatif. Les représentants des 3 organisations caritatives se redressèrent sur leur siège. Je demande que les dons suivants soient faits à partir de ma succession, $500 000 à l'hôpital pour enfants de Seattle, pour l'établissement d'un fonds de bourse d'études pour les enfants issus de milieux défavorisés, 300 000 à la Fondation du Parc National Olympique, pour la préservation de la nature sauvage et les programmes d'éducation environnementale. La docteure Patricia Wells, de l'hôpital pour enfants de Seattle, hocha solennellement la tête. Harold était l'un de nos donateurs les plus constants depuis plus de 2 décennies. Ce don aidera des centaines de familles. Le représentant d'Habitat pour l'Humanité ajouta, « Nous avons construit 6 maisons grâce aux dons précédents de Harold. Ceci en financera au moins 4 de plus. » Margaret continua, « Je demande également que ma fille, Diana, poursuive les programmes de dons caritatifs que j'ai établis de mon vivant, à sa discrétion. J'ai une totale confiance en son jugement. J'ai retrouvé ma voie. Je le ferai. J'honorerai tout ce que l'oncle Harold a bâti. » Une pensée me vint à l'esprit en regardant les 3 représentants d'œuvres caritatives assis dans cette pièce. Ils n'étaient pas là parce que la loi l'exigeait. Ils étaient là parce que l'oncle Harold leur avait demandé de venir. Il avait voulu des témoins des parties neutres qui pourraient témoigner exactement de ce qui s'était passé ici aujourd'hui. Si Sandra et Richard tentaient de poursuivre leur action, l'oncle Harold avait anticipé chaque mouvement. La docteure Wells capta mon regard et m'offrit un petit sourire bienveillant. Harold parlait de vous constamment. À chaque réunion du conseil, à chaque événement de donateurs. Diana a fait ceci. Diana a réussi cela. Il était si fier de vous. J'écrasai de nouvelles larmes. Même dans la mort, l'oncle Harold m'avait entouré de gens qui croyaient en moi. Lorsque Margaret eut fini de lire les derniers articles du testament, elle se tourna vers moi. Diana, en tant que bénéficiaire unique et exécutrice testamentaire, aimeriez-vous dire quelques mots? Je n'avais pas prévu de parler, mais de nombreux regards étaient fixés sur moi, et je réalisais qu'il y avait des choses qui devaient être dites non pas pour le bénéfice de Sandra, mais pour le mien. Je me levai. La plupart d'entre vous connaissaient l'oncle Harold depuis bien plus longtemps que moi. Il m'a accueilli quand j'avais 13 ans et que je n'avais rien. Il m'a donné un foyer, une éducation et, plus important encore, une famille qui a choisi de m'aimer. Je regardais autour de moi les employés de Meyers Property Holdings qui m'avaient vu passer de stagiaire à directrice financière, et les représentants des œuvres caritatives qui avaient été témoins de la générosité de l'oncle Harold pendant des décennies. Avec cet héritage, j'ai l'intention de poursuivre tout ce qu'Harold a construit. Les propriétés seront gérées avec la même intégrité qu'il a établie. Les engagements caritatifs seront maintenus, et je vais créer un nouveau fonds de bourse, la bourse Meyers STEM, pour les enfants issus de situations familiales difficiles qui ont besoin que quelqu'un croie en eux. Mes yeux trouvèrent Sandra, toujours assise, rigide sur sa chaise. Quant à mes parents biologiques, je ne nourris aucune rancune. J'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Mais la paix ne signifie pas prétendre que cela n'est pas arrivé, et cela ne signifie pas ouvrir des portes que j'ai travaillé dur à fermer. Je pris une inspiration. Harold m'a appris que la famille est une question de choix. Les gens qui sont là pour vous quand tout s'effondre, voilà votre famille. Selon cette définition, les gens dans cette salle qui connaissaient Harold, qui travaillaient avec lui, qui le respectaient. Vous êtes davantage ma famille que les personnes qui partagent mon ADN. Je me rassis. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Puis Thomas Graham, l'auditeur, commença à applaudir. D'autres suivirent. Sandra ne bougea pas. Margaret conclut formellement la lecture à 15h47. Le testament a été lu dans son intégralité. Toutes les exigences légales ont été satisfaites. Madame Meyers, vous pouvez contacter notre bureau la semaine prochaine pour commencer le processus de transfert. La succession devrait être entièrement réglée dans les 14 jours ouvrables. Les gens commencèrent à se lever, les conversations reprenant vie dans la pièce. Sandra se leva lentement, comme une femme qui avait vieilli de 10 ans en 2 heures. Richard se dirigeait déjà vers la porte en traînant les pieds, sans regarder personne. Tiffany ramassa son sac et suivit son père sans un mot. Sandra s'attarda.
Elle se retourna pour me regarder une dernière fois. Son maquillage avait légèrement coulé autour de ses yeux. La femme confiante qui était entrée dans cette pièce en espérant des millions semblait maintenant diminuer, plus petite d'une certaine façon. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose. J'ai vu ses lèvres esquisser ce qui aurait pu être un début de « je suis désolé », mais elle referma la bouche, se détourna et sortit. Je la regardais partir, cette femme qui m'avait jeté comme une marchandise défectueuse, qui avait signé des papiers pour rendre cela légal, qui s'était présentée 15 ans plus tard en espérant profiter de sa cruauté. Je ressentis un bref éclair de quelque chose, pas exactement de la satisfaction, ni une revanche, mais quelque chose de plus complexe, cet étrange vide qui survient lorsqu'un chapitre se ferme enfin. La Dr Wells de l'hôpital pour enfants de Seattle s'approcha de moi alors que la salle se vidait. Harold parlait de vous à chaque fois que nous nous voyions, dit-elle en me serrant la main. Il m'a dit un jour que vous accueillir était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Je comprends pourquoi. Elle glissa une carte de visite dans ma main. Quand vous serez prête à discuter de ce fonds de bourse, appelez-moi directement. Elena apparut à mes côtés, me serrant le bras. Tu as réussi, dit-elle doucement. Harold serait si fier. Je regardais la photo de l'oncle Harold que j'avais apportée avec moi. J'espérais qu'elle avait raison. Je dois reprendre mon souffle une seconde. C'était le moment que je redoutais et espérais en même temps. Si vous avez déjà dû tenir tête à quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui se croyait encore la victime, vous savez à quel point c'est épuisant. Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé après que cette salle de conférence se soit vidée, restez avec moi. L'histoire n'est pas finie. Une semaine après la lecture du testament, Margaret Morrison a déposé une plainte formelle auprès de l'Association du barreau de l'État de Washington. L'objet, les violations éthiques de Victor Harrington. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Elle l'a fait parce que c'était son obligation professionnelle. Lorsqu'un avocat est témoin d'une violation des règles de conduite professionnelle par un autre avocat, le signalement est obligatoire. La plainte soulignait 3 violations. Premièrement, conflit d'intérêts. Harrington avait représenté Harold Meyers auparavant et avait obtenu des informations confidentielles sur sa planification successorale. Deuxièmement, défaut de divulgation. Harrington n'a jamais dit à Sandra ou Richard qu'il avait eu une relation préalable avec Harold. Troisièmement, déclaration mensongère. Harrington avait laissé ses clients croire qu'ils avaient un dossier solide alors qu'ils savaient, ou auraient dû savoir, que leur position juridique était fondamentalement compromise. Margaret m'a tenu au courant tout au long du processus. 2 mois après le dépôt de la plainte, à la fin du mois de mai 2025, l'association du barreau a rendu sa décision. Victor Harrington a été suspendu de l'exercice du droit pendant 6 mois. Il a également été condamné à une amende de $15 000 et a dû suivre une formation complémentaire en éthique. Dans les semaines suivant la suspension, 3 des plus gros clients de Harrington ont discrètement transféré leur dossier ailleurs. J'ai entendu dire par les rumeurs de la communauté juridique que les revenus de son cabinet avaient chuté d'environ $200 000 cette année-là. Elena m'a demandé un jour si je me sentais satisfaite de la chute de Harrington. Je ne lui ai rien fait, lui ai-je répondu. Il s'est fait ça tout seul. J'étais juste là quand les conséquences l'ont rattrapé. C'était la vérité. Je n'avais pas cherché à me venger de Victor Harrington. Je n'avais pas déposé la plainte. Je n'avais pas fait de lobbying pour sa suspension. Il avait fait ses propres choix, accepté une affaire qu'il savait éthiquement compromise, mentir à des clients qui lui faisaient confiance, parier qu'il pourrait gagner par l'intimidation plutôt que par le mérite. Sa carrière a souffert de ce qu'il a choisi de faire. Certaines personnes construisent leur propre prison sans aucune aide. 3 semaines après la lecture du testament, un courriel est apparu dans ma boîte de réception de la part de Sandra Meyer 1969@gmail.com. Objet, s'il te plaît, lis ceci. Le message était plus long que ce à quoi je m'attendais. Sandra n'avait jamais été portée sur la communication écrite. Elle préférait les appels téléphoniques où elle pouvait contrôler le ton, interrompre et rediriger. Diana, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, mais je dois dire certaines choses. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé lors de la lecture du testament. J'étais en colère et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant que j'ai fait des erreurs quand tu étais jeune. J'étais dépassé. Ton père et moi avions des difficultés financières. Les choses nous ont échappé. Je ne demande pas d'argent. Je demande une chance de arranger les choses.
Nous sommes toujours une famille, Diana. Le sang ne disparaît pas simplement à cause de papiers juridiques. Je suis ta mère. Rien ne peut changer cela. Pouvons-nous parler? Je pense que si nous nous asseyions simplement ensemble, nous pourrions surmonter cela. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Maman. J'ai lu le courriel 3 fois. Puis j'ai appelé la docteure et, ma thérapeute, et je le lui ai lu au téléphone. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce courriel? A-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Elle reconnaît des erreurs, mais ne nomme pas lesquelles. Elle blâme les circonstances, les difficultés financières, le fait d'être dépassée. Elle dit qu'elle ne demande pas d'argent, mais enchaîne immédiatement sur surmonter cela. Et elle continue de s'appeler maman même si elle a renoncé à ce droit. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pris 2 jours pour rédiger ma réponse. Elle faisait 4 phrases. Sandra, j'ai lu votre courriel. Je vous ai pardonné il y a longtemps pour mon propre bien, pas pour le vôtre. Mais je ne veux pas de relation avec vous. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Elle n'a pas répondu. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement de la clarté. 2 mois après la lecture du testament, une lettre est arrivée à mon adresse à Seattle. Pas un courriel, une vraie lettre, écrite à la main sur du papier ordinaire, glissée dans une enveloppe légèrement froissée avec un cachet de la poste de Portland. L'adresse de l'expéditeur indiquait T. Warren. Tiffany avait pris le nom de son ex-mari lors de son mariage. Je l'ai ouverte à contre-cœur, m'attendant à d'autres manipulations. Ce que j'ai trouvé était différent. Diana, je n'écris pas ceci pour demander quoi que ce soit. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de pardon. J'ai juste besoin de dire quelque chose que j'aurais dû dire il y a 15 ans. La nuit où maman et papa t'ont mise à la porte, je regardais par la fenêtre de ma chambre. Je t'ai vu assise sur le porche avec ses sacs poubelles. J'ai regardé pendant 4 heures. Je t'ai vu seul dans le noir à attendre, et je n'ai jamais eu le courage de descendre. J'aurais pu. J'avais 15 ans. J'aurais pu t'apporter de l'eau, m'asseoir avec toi ou au moins te dire que j'étais désolé. Au lieu de cela, j'ai juste regardé par la fenêtre comme une lâche. Cela m'a hanté depuis lors. Chaque fois que maman parlait de toi, en te blâmant toujours, en se faisant toujours passer pour la victime, je repensais à cette fenêtre, à ce que je n'avais pas fait. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne demande pas de relation. Je voulais juste que tu saches que je sais que ce que j'ai fait était mal. Je t'ai fait défaut quand tu avais le plus besoin d'une famille. Tu méritais mieux de la part de ta grande sœur. Si tu ne veux plus jamais entendre parler de moi, je comprends. Mais je ne pouvais pas laisser passer une autre année sans te dire la vérité. Tiffany. J'ai lu la lettre 4 fois. C'était la première chose honnête que quelqu'un de ma famille biologique m'ait jamais dite. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour déterminer ce que je voulais faire, si tant est que je veuille faire quelque chose, de cette ouverture inattendue. Mais pour la première fois en 15 ans, j'ai ressenti autre chose que de la distance en pensant à ma sœur. 4 mois après la lecture du testament, j'ai finalement répondu à Tiffany. La docteure m'avait aidé à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pas ce que je me sentais obligé de faire, pas ce qui paraîtrait généreux ou clément, ce que je voulais sincèrement pour moi-même. La réponse m'a surprise. Je ne voulais pas exclure Tiffany complètement. Sa lettre avait été la première reconnaissance honnête de ce qui s'était passé cette nuit-là. Pas d'excuses, pas de détournement, pas de demande d'argent, juste une prise de responsabilité. Mais je n'étais pas encore prête à lui faire confiance. 15 ans de distance ne disparaissent pas à cause d'une seule lettre. J'ai donc répondu avec des conditions. Tiffany, j'ai lu ta lettre à plusieurs reprises. J'apprécie que tu aies reconnu ce qui s'est passé sans chercher d'excuses. Cela a demandé du courage. Je ne suis pas prête pour une relation complète, mais je suis ouverte à un contact prudent sous ces conditions. Premièrement, aucun contact via maman ou papa. J'ai mis fin définitivement à toute communication avec eux, et j'ai besoin que cette limite soit respectée. Deuxièmement, aucune discussion sur l'argent, l'héritage ou quoi que ce soit lié à la succession de l'oncle Harold, jamais. Troisièmement, je me réserve le droit de mettre fin à toute conversation sans explication. Si je cesse de répondre, j'ai besoin que tu respectes cela. Si ces conditions te conviennent, nous pouvons commencer par un appel vidéo mensuel de 15 minutes, sans pression. Nous pourrons parler de nos vies, de manière superficielle au début.
Si cela se passe bien, nous pourrons construire progressivement à partir de là. Ce n'est pas ma façon de dire que tout est pardonné et oublié. C'est ma façon de dire que je suis prête à voir s'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être construit, mais cela doit se faire selon mes termes. Dis-moi si tu acceptes ces conditions. Diana. Sa réponse est arrivée 3 jours plus tard. Un seul mot, accepter. J'ai programmé notre premier appel pour le samedi suivant. 15 minutes. C'était tout ce à quoi je pouvais m'engager, mais c'était un début. Le premier appel vidéo avec Tiffany a eu lieu un samedi après-midi en septembre 2025, 6 mois après la lecture du testament. J'étais assise dans mon bureau à domicile, mon ordinateur portable ouvert, regardant les secondes défiler jusqu'à 14 heures. Mon cœur battait plus vite que lors de la lecture du testament. Cela semblait plus dangereux d'une certaine manière. Affronter Sandra avait consisté à me défendre contre une attaque. Ceci consistait à choisir d'être vulnérable. L'appel fut établi. Le visage de Tiffany remplit l'écran. Elle semblait différente de la lecture du testament, moins maquillée, plus fatiguée, mais aussi d'une certaine manière plus authentique. « Salut », dit-elle. « Salut. » Nous nous sommes regardés un instant. 15 ans compressés dans le rectangle d'un appel vidéo. Je n'étais pas sûr que tu répondrais vraiment, a-t-elle admis. J'ai failli ne pas le faire. Cela a débloqué quelque chose. Tiffany a ri un son nerveux, soulagé, et je me suis surprise à presque sourire. Nous avons gardé une conversation légère comme je l'avais demandé. Superficielle. Elle m'a parlé de son travail, elle suivait une formation pour devenir prothésiste angulaire, travaillant pour obtenir sa licence. Elle a mentionné ses enfants Jaden, 8 ans, et Lily, 6 ans, sans me demander d'être leur tante. Je lui ai parlé de l'entreprise, de la météo de Seattle, de rien de trop personnel. À 14 minutes, j'ai dit, nous devrions conclure. La voix de Tiffany m'a arrêté avant que je ne puisse mettre fin à l'appel. Diana, merci de me donner une chance. Je sais que tu n'y étais pas obligée. C'est la première étape, ai-je dit. On verra où cela mène. La première étape, c'est déjà plus que ce que j'espérais. Nous avons programmé un autre appel pour le mois suivant. Après qu'elle eut raccroché, je suis restée assise dans mon bureau pendant un long moment pour assimiler tout cela. Je ne savais pas si Tiffany et moi aurions un jour une vraie relation. Peut-être resterions-nous pour toujours dans cet espace provisoire. Mais pour la première fois, c'était moi qui décidais de la suite. Ce pouvoir valait plus que l'héritage. 14 mars 2026. Un an exactement depuis la lecture du testament qui a tout changé. Je me tenais devant un modeste bâtiment commercial sur Capitol Hill, la première propriété que l'oncle Harold avait achetée en 1987, alors qu'il n'avait que 34 ans, un rêve et à peine assez d'argent pour un acompte. Le bâtiment avait été rénové l'automne dernier, de nouvelles fenêtres, un système de climatisation mis à jour, un nouvel aménagement paysager. Mais aujourd'hui, j'étais là pour autre chose. Une plaque de bronze avait été montée à côté de l'entrée principale, le bâtiment Harold R. Meyers en mémoire d'un homme qui a choisi l'amour plutôt que le sang, 1953 à 2025. J'ai touché les lettres de son nom, sentant le métal froid sous mes doigts. Au cours de l'année écoulée depuis la lecture du testament, Meyers Property Holdings avait cru de 12%, portant la valeur du portefeuille à 26,5 millions de dollars. Les taux d'occupation restaient supérieurs à 95%. Nous nous étions étendus à 2 nouvelles propriétés et avions modernisé 3 propriétés existantes. Plus important encore, la bourse Meyers STEM avait accordé ses premières subventions. 5 étudiants issus de situations familiales difficiles, recevant chacun un financement complet pour des programmes d'été en sciences et en mathématiques. La Dr Wells de l'hôpital pour enfants de Seattle avait aidé à sélectionner les bénéficiaires. Tiffany et moi nous parlions toujours une fois par mois. Les conversations étaient devenues légèrement plus faciles. Nous étions passés de 15 minutes à 25. J'avais vu des photos de ses enfants, elle avait vu des photos de mon appartement. Nous n'étions pas des sœurs au sens traditionnel du terme, mais nous étions quelque chose. Sandra et Richard avaient cessé d'essayer de me contacter. Je ne savais pas à quoi ressemblait leur vie maintenant, et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de le savoir. Elena s'est approchée de moi, regardant la plaque. Ça va? J'ai réfléchi à la question. Je suis en paix, ai-je dit. C'est encore mieux que d'être heureuse. L'oncle Harold m'avait appris que la famille est un choix, et j'avais enfin appris à me choisir moi-même.
Le ciel au-dessus de Seattle était clair pour la première fois depuis des semaines. On pouvait voir jusqu'aux montagnes. Si je regarde ma propre histoire sous un angle psychologique, il existe un concept appelé « valeur personnelle conditionnelle », la croyance que vous n'avez de valeur que si certaines personnes vous approuvent. J'ai passé les 13 premières années de ma vie piégé dans cette croyance. L'indifférence de ma mère me semblait être la preuve que je ne comptais pas. Ce qui m'a réellement sauvé, ce n'est pas l'argent de l'oncle Harold, c'est son acceptation inconditionnelle. Il m'a vu pour qui j'étais, et non pour qui j'aurais dû être. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette histoire, vous n'avez besoin de la permission de personne pour connaître votre valeur. Et vous avez tout à fait le droit de fixer des limites, même avec votre famille, même avec vos parents, même avec les liens du sang. Le pardon est quelque chose que vous faites pour vous-même. La réconciliation est quelque chose que vous choisissez pour vous-même. Ce sont deux choses différentes, et personne d'autre que vous ne décide laquelle vous offrez. Votre histoire vous appartient. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce récit. S'il a résonné en vous, si vous avez déjà dû trouver votre propre valeur après que quelqu'un a essayé de vous l'enlever, j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et consultez la description pour des liens vers des histoires similaires sur les limites, la famille et la recherche de son propre chemin. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.